lakini oyo nyonso bavandaka na poto bana poto oyo babotama na poto États-Unis, Amérique, Océanie, Afrique, Europe nyonso Congolex TV site internet où ils ont l'accès information assure pour na masano kuna mais pour une information à solo Congolex Télévision. Ezaki ngai. Bonjour, bonsoir chers compatriotes, chers téléspectateurs d'Antenne A, vous tous également qui nous suivez sur internet par www.congolex.com, Congo Libre Expression. Je reçois pour vous aujourd'hui dans une émission spéciale Congo Libre Expression, Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS et candidat annoncé à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Monsieur Étienne Tshisekedi, bonjour. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour que nous puissions évaluer votre tournée internationale. Il y a une tournée qui vous a amené en Europe et en Amérique. Nous allons également parler de certaines questions que les Congolais se posent en ce qui concerne votre candidature et votre parti politique. Mais d'abord, tout au long de votre tournée, vous avez été accueillis énormément par les Congolais de la diaspora. Comment vivez-vous un tel engouement, que ce soit à Londres, en Amérique, au Canada et à New York, et bien entendu, pas plus tard que quelques jours ici en Belgique? Vous devez comprendre que ce sont des accueils qui m'ont fait énormément plaisir. Parce que ce n'est pas la première fois que j'arrive dans ce pays, j'y arrivais souvent. Jamais je ne voyais de Congolais s'intéresser aux affaires du Congo. S'intéresser à la danse, à la musique. Et cette fois-ci, j'ai remarqué, comme vous dites vous-même, cette unanimité de toute la diaspora congolaise, pas seulement les membres de l'UDPS, mais ceux de toute la diaspora qui vont accueillir dans ces... Donc ça montre que le peuple congolais est arrivé à maturité, il est arrivé à la période où il peut se prendre en charge. Et ça coïncide justement avec les élections qui vont avoir lieu le 28 novembre prochain. Donc ça montre que lors de ces élections, les Congolais n'auront pas besoin qu'on leur désigne qui de l'extérieur qui doivent choisir. Dans tous ces pays où j'ai passé, j'ai eu des contacts avec ce qu'on appelle les décideurs internationaux. Et je ne leur demandais pas ou de m'appuyer ou d'appuyer l'UDPS ou de non. Je leur demandais seulement de ne pas faire ce qu'ils ont fait en 2006, c'est-à-dire imposer quelqu'un au peuple congolais. Et je leur demandais de laisser le peuple totalement libre de se choisir l'homme qu'il veut. Donc, et justement, par rapport à tout ça, comment avez-vous apprécié leur attitude par rapport à votre message, que ce soit à Londres, en Belgique ou aux États-Unis? Le message est reçu 5 sur 5. J'ai vu que tout le temps que nous avons vécu le mandat qui a commencé en 2006, ça leur a appris beaucoup de choses et ils connaissent maintenant mieux le Congo qu'en 2006. Nous pouvons espérer que le peuple congolais, cette fois-ci, ne subira pas la moindre expérience et influence extérieure dans les choix qu'il va faire aux prochaines élections. Monsieur Étienne Tshisekedi, pour certaines personnes, lorsque vous étiez au plus fort de votre combat contre Monsieur Mobutu, vous étiez soutenu par la même communauté internationale, en particulier la Troïka, qui était à l'époque composée principalement de la Belgique, de la France et des États-Unis. Mais à l'arrivée des Kabila père et Kabila fils, on a constaté que vous avez été lâché. Comment vous êtes expliqué cet abandon? Bon, quand vous dites que j'étais soutenu, j'ai été soutenu au niveau des principes. Quand on fait des grandes déclarations des droits de l'homme et tout ça, c'est dans ce sens-là qu'on peut dire que j'étais soutenu. Mais le soutien n'était pas efficace. La preuve, c'est que vous avez vu que M. Mobutu, le 24 avril 90, nous sommes arrivés à la victoire parce que Mobutu a dû
prononcer le multipartisme qu'il avait juré de ne jamais faire de son vivant. Mais voilà que après, comme vous voyez tout-même, M. Kabila se mêle et je n'ai pas vu le même soutien que chose. Donc le soutien est resté au niveau de principe, des grandes déclarations, mais ce n'était pas un soutien efficace. Et alors maintenant, pour certains observateurs également, pour vous qui êtes attachés à la souveraineté internationale, ils ont mal interprété le fait que vous preniez l'initiative de faire cette tournée. Pour d'aucuns, vous êtes en train de quémander le pouvoir. Quel est le mot qu'il faudra que vous utilisiez pour que ces gens-là soient convaincus? Mais j'ai toujours dit ça. Si ce sont les gens qui m'ont toujours écouté, j'ai toujours dit que le pouvoir ne vient jamais de l'extérieur. Le pouvoir vient du peuple congolais. Et ce peuple-là, il faut qu'il arrive à maturité. Quand il était un peu mineur d'âge, vous avez vu comment on les a manipulés, comment l'extérieur est entré dans nos affaires, etc. Ce n'était pas de leur faute, parce que c'est nous qui n'étions pas capables de nous prendre en charge. Mais avec le temps, et c'est comme ça que on peut comprendre la longue durée de la lutte de l'UDPS, il fallait que le peuple arrive à maturité. Maintenant, comme je viens de vous dire, les preuves sont là, le peuple congolais est arrivé à maturité et maintenant il se prend en charge. Donc comme je dis, je le répète, je n'ai pas été voir les décideurs internationaux pour commander le pouvoir, jamais, le pouvoir n'est pas là, mais pour leur dire justement de ne plus faire ce qu'ils ont fait en 2006, venir imposer au peuple congolais quelqu'un que de leur choix aille. Donc c'est ça. Et alors, vous faites cette tournée justement pour participer aux élections présidentielles, ce n'est plus un secret. Et maintenant, vous vous apprêtez à rentrer au pays. Nous avons appris que vous rentrez par le Lubumbashi. Et d'aucuns expliquent ça comme étant un défi par rapport au président en place qui, il faudra le rappeler, considère, ou disons les gens considèrent Lubumbashi comme son fief naturel. Est-ce que c'est le cas pour M. Tshisekedi? Ni Lubumbashi, ni le Congo ne sont la propriété de personne. Tout Congolais a le droit de circuler comme il veut, comme il entend. Donc il n'y a personne qui peut dire ça c'est un fief, ça c'est pas un fief. Je suis toujours contre cette vision qu'on avait des Congolais avant. Ah, il y a trois régions, il y a l'Est, il y a le centre, il y a l'Ouest, patati patata. C'est fini ça. L'UDPS va montrer que ça n'existe plus. Il n'y a qu'une seule réalité, c'est le Congo. Donc, je viens de l'extérieur, je suis descendu en décembre dernier à Kinshasa. Je ne vois rien qui m'empêche de changer de voie. Cette fois-ci, je rentre par le Lubumbashi dans mon pays, il n'y a pas de problème, je ne fais de défi à personne. Et justement, en ce qui concerne ce processus électoral, dans certaines régions du pays, la révision du fichier électoral a été presque clôturée. Et à ce niveau, vous vous sentez satisfait ou bien il y a peut-être des choses qu'il fallait faire qui n'ont pas été faites plutôt? Non, mais selon le rapport que je reçois de mon parti, j'espère, quand vous me dites que le fichier électoral a été clôturé, j'espère qu'il reste toujours la possibilité aux électeurs de se faire enrôler, parce qu'on ne doit pas avoir dans ce domaine-là une date tout à fait, une date limite, donc au-delà de laquelle on ne peut plus inscrire personne. On doit laisser le fichier électoral ouvert, disons, jusqu'aux élections, parce que c'est un problème de la volonté des électeurs de vouloir élire les gens qu'ils veulent. Donc, il n'y a pas j'ai appris que ce n'est pas exact dans beaucoup de régions, ce n'est pas encore, il y a des gens qui ne sont pas encore inscrits, mais je souhaite, comme je viens de vous le dire, que le président de la CENI continuera à faire inscrire, à laisser le fichier libre à tout électeur toujours de se faire inscrire quand il veut. Est-ce que vous ne craignez pas un certain désordre si on doit prolonger les activités des révisions du fichier jusqu'au jour de l'élection, mais finalement, disons, quand déjà on décrit la façon dont ça s'est fait aujourd'hui, surtout au niveau de l'opposition, mais vous ne pensez pas que si on doit continuer à enrôler les gens, que cela puisse être en tout cas sujet à une certaine polémique? Mais quelle polémique? S'inscrit sur le fichier
un électeur qui veut voter dans cette circonscription-là ou dans ce bureau-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire désordre? Quelqu'un peut avoir voyagé, quelqu'un, c'est pas moi, vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas le temps. Et le moment qu'il a le temps d'y aller, il va, il trouve le fichier ouvert et il s'inscrit. Il n'y a aucun désordre là-dedans. Je ne vois pas d'où viendra le désordre. Mais déjà, on écrit le fait que l'UDPS n'a pas de témoins dans le bureau d'enrôlement. Mais une telle hypothèse pourrait aussi vous compliquer la tâche vous-même, parce que pour suivre sur toute l'étendue de la République qui est enrôlé à la veille de l'élection et qui ne l'est pas. Non, non, ceux qui ont dit ça, ils ont exagéré. Hein. Il y a des bureaux, c'est au fil et à mesure que le débat s'organise. Vous savez que avant mon retour le 8 décembre, l'opposition n'était pas autorisée à s'organiser dans le pays. C'est à partir de décembre dernier que nous commençons à nous organiser. Vous voyez les mois que nous avons eu à nous organiser. Donc, il faut comprendre que nous ayons le temps des choses, mais ne vous en faites pas, il y aura des témoins, même 2 témoins par bureau sur l'ensemble de la République, ça, ne vous en faites pas. Et d'autre part, les gens qui vous suivent très souvent et qui suivent également nos émissions nous disent, mais M. Tshisekedi nous parle de sa candidature, en même temps aussi disons, de son élection avant la lettre, mais il n'insiste pas sur son projet de société. Être militant de droits de l'homme ou être militant politique contre Mobutu pendant 30 ans n'est pas un projet de société. Chercher à instaurer l'état de droit, ce n'est pas un projet de société. Que M. Tshisekedi nous dise en quoi consiste son vrai projet de société. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, c'est une grande erreur de dire ce que vous venez de dire là. Dans une jungle comme le Congo, où c'était la loi du plus fort qui régnait, un parti qui veut instaurer un état de droit où règne la bonne gouvernance, la justice et toutes les valeurs de développement, dire que ce n'est pas un projet de société, alors il faut qu'on me dise alors qu'est-ce que ça veut dire projet de société. Il n'y a pas un projet aussi noble que celui de l'état de droit, parce qu'à partir de maintenant, les générations futures ont un état. Ils savent qu'ils peuvent évoluer dans cet état librement, et si jamais il y a quelque chose, une arrestation ou quoi, c'est toujours conforme à la loi. Tout ça, c'est ça un grand projet de choses. Je ne vois pas ce qui peut dépasser ce projet-là d'un état de droit. C'est parce que justement, ils sont tellement habitués dans cette république bananière qu'ils ont là-bas du Congo, qu'ils ne pensent pas à l'importance d'un état de droit. Voilà pourquoi ils disent quelque chose comme ça. Je crois que c'est peut-être aussi votre devoir de pouvoir bien l'expliquer. C'est-à-dire que, mais cet état de droit va se poser sur quelle base? Par exemple, voilà, du point de vue militaire, du point de vue social, du point de vue économique, quels sont les éléments, les indicateurs qui vont permettre que le commun des mortels puisse comprendre que voilà, M. Tshisekedi en disant que nous voulons instaurer un état de droit, voilà ce que ça signifie. Mais justement, vous venez presque de le dire. Vous parlez de l'économie, des militaires, etc. Jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, prenons le cas de notre armée chez nous. Est-ce qu'il y a un statut? On peut vous présenter un statut, théoriquement, toujours pour que l'extérieur dise que le Congo est ceci, le Congo est cela. Mais dans la pratique, qui respecte les statuts de militaires s'il y en a? Vous parlez de l'économie. Est-ce que notre économie est gérée conformément à quelque chose? Vous le savez vous-même. Tout ce qu'on appelle les contrats lyonnais dans les Katanga, c'est quoi? C'est un truc qu'on fait dans l'opacité la plus totale. On dirait une affaire entre personnes qui règlent leur compte, qui ne voient pas du tout l'intérêt du pays. Tout ça, c'est quoi? Parce que il n'y a pas le respect de la loi. La base d'un état de droit, c'est le respect de la loi. Il faut commencer par mettre la loi sur pied et conformément à cette loi, commencer à agir. Donc c'est ça l'état de droit. Et la bonne gouvernance, vous savez vous-même comment chez nous les choses sont gérées. C'est une notion qui n'existe pas, dont on ne tient pas compte. La bonne gouvernance est justement dans l'état de droit. Donc dès que l'état de droit est là, les Congolais peuvent se sentir vraiment à l'aise, surtout
les hommes d'affaires, n'est-ce pas? Le climat des affaires chez nous est malsain. Vous savez comment il y a des sociétés qui ont investi beaucoup, des sociétés qui ont employé beaucoup de nos compatriotes. D'un matin au soir, on vient leur dire que le contrat est terminé, on a retiré. Et ces gens-là se retrouvent comme ça. Au moment où nous parlons, il y a des sociétés comme ça qui ont accusé le Congo devant le tribunal international d'arbitrage à Paris. Donc tout ça, c'est quoi? Manque de l'état de droit. Un chef se réveille le matin parce qu'il a rêvé, on ne sait pas quoi, il prend une décision. Comme ça, c'est ça la jungle qui a régné au Congo depuis l'indépendance. Ça, je répète que c'est depuis Mobutu que ça existe, ça. Et donc, c'est pour ça que l'île presse tient absolument à instaurer un état de droit. Celui qui n'a pas compris ça, c'est un homme qui sort d'une certaine anarchie dont il a la culture et ne comprend pas ce que ça veut dire un état de droit. Alors, d'autres se posent la question, M. Tshisekedi, en novembre, si tout va bien pour vous, vous êtes élu président de la République, vous êtes parmi d'autres candidats, ça pourrait être une autre personne, ça pourrait être vous, mais si c'est vous, du point de vue économique, avec tout ce que vous venez de décrire, quelles seront les mesures que vous allez prendre en priorité pour régler la situation? Et des deux, dans cette situation que vous avez décrite, que vous venez de décrire, mais il y a quand même des gens qui se sont servis dans une certaine mesure, même depuis l'époque avant le pouvoir en place actuellement. Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place? Est-ce qu'il y aura chasse aux sorcières? Est-ce qu'il y aura de la justice, par exemple, en ce qui concerne les biens mal acquis? Ou qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour, disons, dans ce volet économique? D'abord, je ne sais pas si vous avez compris l'importance d'un état de droit pour les affaires, donc pour l'économie. Jusqu'ici, les vraies sociétés, les grandes sociétés n'ont pas investi au Congo. Il y en a quelques-unes, mais la plupart, ce sont des mafieux qui viennent faire leur aventure au Congo. Et vous verrez que quand l'état de droit est établi, maintenant qu'il y a garantie pour tout le monde, vous verrez comment presque du monde entier, les gens vont courir pour venir investir au Congo. Ça, c'est déjà très important, ça. Il faut comprendre, avoir ces notions-là pour savoir l'importance de ça. C'est ça la base. C'est ça qu'on appelle le climat des affaires. Donc, une fois ceci fait, l'essentiel est fait. Le reste, ce sont on peut toujours voir comment on organise, seront des domaines qu'on fait. Ça, il n'y a pas un problème à dire d'avance. Et je ne peux pas dire d'avance non plus si il y aura une chasse aux sorcières et tout ça. Ça, ce sont des termes qui me font peur. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières dans un état de droit. Mais alors, tout celui qui sait qu'il a contrevenu contre la loi, celui-là sera poursuivi par la justice. Mais ce n'est pas une chasse aux sorcières, c'est la justice, parce que c'est ça l'état de droit. Il faut respecter la loi de la République. Ça, c'est tout le monde. Tout le monde doit se soumettre à la loi. C'est ça que j'ai dit. Il ne faut pas que ce soit les uns qui se soumettent, d'autres qui sont au-dessus de la loi. Justement, comme nous l'avons vu jusqu'ici. La nuance à ce niveau-là. Et ceux qui ont fait des choses avant se soumettront à la nouvelle loi, ou bien pour vous ça commence à partir du moment où vous êtes au pouvoir, que ceux qui vont contrevenir à la loi, ceux-là seront punis, mais que ceux qui ont fait des méfaits par exemple avant, ceux-là, bon, ils sont peut-être épargnés. C'est pourquoi j'ai parlé de la chasse aux sorcières. Mais je crois qu'il faudra à ce moment-là voir d'esprit. Il est important, il y a un événement qui s'est passé chez nous, comme toujours, comme les Congolais ne sont pas attachés justement à la notion de la loi ou du droit, ils n'ont pas saisi cette notion-là. Nous avons connu en 1992 la conférence nationale souveraine. C'était un événement historique, cette chose-là. Les Congolais eux-mêmes, personne n'était venu de l'extérieur, se sont réunis, ils ont fait des journées, ils ont discuté sur tout, dans tous les sujets du pays. Et ils ont pris des décisions. Ils ont décidé, entre autres, ce que vous venez de dire là, le problème du bien mal acquis. Mais des choses pareilles, c'est ça la société. Il faut corriger la société congolaise. Vous n'allez pas dire, nous allons partir d'aujourd'hui. Alors, tout ce qui ont fait le mal passé là, tout ça c'est resté dans le cerveau, surtout des jeunes. Il faut qu'il y ait une punition pour qu'on sache que celui qui contrevient à la loi, il doit être puni conformément à la loi.
Ça doit entrer dans notre culture. Et pour la jeunesse, c'est important pour l'avenir du pays. Pour qu'on sache que personne ne peut se conduire comme il entend au Congo. Hein, il y a des lois qu'on doit respecter. Et c'est pour ça que ce n'est pas impossible que notre Parlement, nous aurons un Parlement, et remettre en chose, en question, et remettre plutôt sur la table les problèmes tels qu'ils étaient posés par la Conférence nationale souveraine et les décisions telles qu'elles étaient posées par la Conférence nationale souveraine. Et ça, ce n'est pas, vous n'allez pas appeler ça chasse aux sorcières, non. Ça, c'est au contraire nettoyer notre cour pour que, dorénavant, il n'y ait plus de saleté. Voilà, donc on retient donc que sur le plan économique, vous avez tout l'état des droits va faire en sorte qu'il y ait un climat des affaires, un bon climat des affaires, et en même temps aussi la loi va s'appliquer même pour les faits qui ont été commis avant votre accession au pouvoir, si jamais Absolument. La population vous accorde le suffrage en novembre prochain. Absolument. Alors maintenant sur le plan sécuritaire, vous êtes président de la République en novembre 2011. Comment comptez-vous justement faire respecter les territoires nationaux congolais et surtout quelle attitude allez-vous adopter vis-à-vis de nos voisins? D'abord, qui dit sécurité pense à l'armée et à la police. Ça, ce sont des priorités de mon programme. On commencera par mettre sur le pied une vraie armée. Vous savez que ça n'existe pas depuis l'indépendance. Une vraie armée n'existe pas depuis l'indépendance. Une vraie police n'existe pas depuis l'indépendance. Donc c'est l'État de droit qui va maintenant instaurer une vraie armée, une vraie police nationale. Ça, il faut d'abord faire ça. Ces deux institutions ont la responsabilité d'assurer la sécurité de biens et de personnes sur l'ensemble du territoire national. Il suffit qu'il y ait cet état de droit et moi à la tête pour que, je crois, tous les malfaiteurs et les mafieux de tous ordres qui sont dans le pays, vous allez entendre, ils vont sortir d'eux-mêmes, ils vont fuir le pays. Ils vont laisser l'ordre au Congo. Donc, de sorte que le désordre qui est chez nous, que nous plaignons chez nous, les viols des femmes à l'Est et tout ça, ça se termine automatiquement dès que mon élection a lieu. Parce qu'on sait que c'est l'ordre maintenant qui va régner au Congo. Tous ceux qui jouaient et qui s'amusaient avant, leur temps aura sonné. Donc, voilà en ce qui concerne la sécurité. Voilà le problème numéro un, c'est les deux institutions-là, l'armée et la police. Alors, quant aux voisins, nous avons des institutions sous-régionales, régionales et continentales, qui sont déjà au moment où nous parlons réglées par des lois, par des règlements. Et comme nous sommes un état de droit respectueux des lois et tout ça, nous allons commencer d'abord par respecter ce qui est écrit, car nous sommes, les voisins sont dans ce que nous appelons la région du Grand Lac. Et il y en a qui s'appellent ça la région de l'Afrique centrale. Tout ça, ce sont déjà un début d'institutions qui s'installent et, comme j'ai dit, qui sont régies par des règles, par des règlements que nous allons respecter. On va commencer d'abord par les respecter, en tenant compte que nous devons sauvegarder à tout moment les relations de bon voisinage avec les voisins. Le Congo s'est trop empêtré dans des conflits armés, toujours avec... Nous n'avons plus le temps. Le Congo doit maintenant rattraper les 50 ans de retard qu'il connaît à cause de tous ces désordres-là pour ne pas s'occuper des conflits. Nous allons tout régler, être en paix avec tous nos voisins, au contraire même, avoir avec ces voisins nous avons par exemple le lac Kivu, nous avons des richesses là-dedans, qui se trouvent entre nous et les pays voisins. Nous allons pouvoir exploiter certaines richesses ensemble avec ces États. Ça suppose que nous devrons commencer par avoir de bonnes relations avec ces États-là. Et après, nous allons voir comment régler les problèmes de gestion même commune de certaines infrastructures qui vont devoir s'imposer.
Et donc, en règle, en résumé, il faudra, nous allons veiller à garder, à avoir des relations de bon voisinage avec tous nos voisins. Et par rapport justement à ces relations de bon voisinage, il y a quand même certains voisins qui sont à la base de la tragédie que le Congo a connue. Si vous êtes intransigeant par rapport aux compatriotes qui auraient commis des méfaits, les gens ne comprendront pas que vous ne le soyez pas, par exemple, par rapport aux voisins qui ont également commis des méfaits. Quelle sera l'attitude que vous allez adopter par rapport à ce qui s'est passé, notamment la guerre qui a été imposée au pays? Est-ce que M. Etienne Tshisekedi et son parti politique, une fois au pouvoir, va relancer peut-être un tribunal ou peut-être porter plainte contre les méfaits qui ont été causés en République démocratique du Congo? D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec des voisins, dire toujours que nous avons été agressés. Si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo lui-même d'abord qui a commencé là-bas. Prenons les cas, parce qu'on doit en parler. Les cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'était passé? Après le génocide du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leurs bêtises là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo. Ils sont réfugiés au Congo. Maintenant, au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne les a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, FDR, tout ça. On nous a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on les a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous allez dire qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Donc ça, c'est pour vous dire que ne faut pas toujours dire « Ah, on a agressé, on a agressé ». Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc ça, c'est un... Vous me posez la question de savoir si on peut porter plainte, tout ça. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, si un État voisin il a violé les lois ou bien internationales, etc., tout ça, conformément à la procédure normale, nous portons plainte et nous allons le traduire devant les justices, devant les compétences qu'il faut. Donc, c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite jeter la pierre sur les autres. Merci, M. Etienne Tshisekedi. Donc, je rappelle que nous sommes dans le cadre de l'émission Congo Libre Expression. Je reçois pour vous M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS et candidat à l'élection présidentielle. On sent qu'entre vous et M. Kamere, on dirait que les idées ne se mettent pas toujours ensemble. Est-ce qu'une entente entre vous est encore possible? Ben, d'abord, il faut savoir que l'opposition, la vraie opposition, nous nous sommes déjà réunis. Nous avons déjà adopté le principe d'avoir une plateforme et un candidat commun aux élections. Ça, c'est déjà fait. Mais comme je venais de vous dire tout à l'heure, le temps ne nous a pas suffi pour nous organiser le parti. Nous avons commencé à peine en décembre dernier à nous organiser. Comme nous sommes en train de nous organiser, nous avons donné priorité d'abord à cela, parce que quand vous parlez des plateformes, ça suppose l'ensemble des partis, pas des individus, des partis. Donc il faut d'abord commencer par organiser ce parti-là. C'est ce qui est fait. Maintenant, je rentre, je crois qu'au mois de juillet ici, nous allons nous retrouver. Maintenant que nous avons accepté le principe,
Nous allons nous retrouver maintenant pour concrètement voir comment organiser cette plateforme commune. Si M. Kamere est réellement de l'opposition, mais il sera dans cet ensemble, nous ferons ce qu'il faut moyen de faire. Mais s'il n'est pas avec nous, c'est qu'il est ailleurs. Alors là, c'est son droit d'être ailleurs. On n'a pas à l'obliger à être où il ne veut pas. Mais on annonce également la candidature de M. Kenge wa Dondo, parce qu'il y en a qui appellent également à cette candidature. Lui aussi, vous le considérez de l'opposition ou pas de l'opposition? Non, il y a un principe. On a longtemps, plus de 50 ans de dictature. N'est-ce pas? C'est-à-dire où le Congolais était lié comme un chien. N'est-ce pas? On envoyait où l'on voulait. Maintenant que la démocratie est là, tout citoyen qui en a envie, il a le droit de poser sa candidature et c'est le peuple congolais qui va décider. Donc, si M. Kengo a envie de poser sa candidature, mais il sera le bienvenu. C'est pour cette lutte. Et c'est pour cela que la lutte de paix s'est arrêtée 30 ans. C'est pour ça. Pour que M. Kengo soit candidat s'il le désire. Alors, comment voulez-vous que je puisse m'opposer à un projet de ce genre-là? Mais d'autres également critiquent l'UDPS en disant que l'UDPS veut mener une candidature pugnace en essayant un peu de se baser sur des éléments qui ne sont pas, qu'on ne sait pas prouver pour le moment, notamment la congolité des candidats. Et ce, il n'y a pas plus tard que quelques jours, votre conseiller politique, en tout cas au cadre de l'UDPS, pour ne pas le citer, M. Valentin Moubaké, douter de la nationalité d'autres candidats ou d'autres personnes qui sont, disons, dans la course à la présidence de la République. Vous-même, vous cautionnez cela ou comment appréciez-vous une telle situation? Mais la situation est exacte au moment où nous parlons. Presque la majorité de ceux qui sont au pouvoir au Congo ont une double nationalité. Donc voilà une notion encore essentielle dans l'existence d'un État. Au dialogue intercongolais, nous avons insisté là-dessus, sur deux opérations qu'il fallait faire. D'abord, l'identification du Congolais. Savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas. Après, toute cet oïboyu qui a rien au pays pendant 50 ans, il fallait quand même qu'on voit clair qui est fils du pays. Parce que dans tous les pays du monde, personne ne peut venir, un étranger venir exercer les droits des citoyens chez nous. C'est normal. Donc, identification des Congolais. Deuxième opération qu'il fallait faire, le recensement de la population. Depuis l'indépendance, nous ne savons pas combien nous sommes. On dit toujours, aujourd'hui 65 millions, demain 70 millions, 75 millions. Personne ne sait ce que nous sommes. Voilà des choses par lesquelles il faut commencer pour parler de l'existence d'un État. Donc, ceci étant fait, ceux qui pour le moment peuvent être des étrangers, voter, tout ça, mais nous n'y pouvons rien parce que nous n'avons pas le pouvoir. Mais soyez sûrs, dès que l'UDPS est au pouvoir, les choses seront très claires là-dedans. Un étranger ne peut pas venir chez nous pour s'appeler citoyen et faire ce qu'il veut. Nous allons mettre de l'ordre dans ce sens-là. Et comme nous en parlons, il y a le problème de la nationalité. Voilà la position de l'UDPS, ce côté-là. La nationalité, d'abord, est quelque chose de très cher. C'est ça qui fait, entre autres, la fierté d'un pays ou d'un citoyen quand il veut entreprendre certaines choses. Nous allons considérer que les Congolais qui ont déjà reçu la nationalité étrangère, ils vont la garder. Mais à partir d'un certain moment, ça sera fini. Il faudra mettre fin à ça. Nous allons, dans les dispositions constitutionnelles, laisser la double nationalité à ceux qui l'ont déjà, parce que beaucoup ont des raisons, parce qu'ils avaient été chassés, ils ont été exilés du pays, ils ont des choses diverses, et pour des raisons diverses, ils devaient avoir une nationalité dans le pays d'asile pour quand même beaucoup de raisons. Alors, devant cette nécessité-là, maintenant la nécessité n'existe plus, ils gardent cette nationalité, mais
à un certain moment, disons au moment où notre constitution va entrer en vigueur, c'est fini, il n'y a personne qui peut être accepté au Congo avec une double nationalité. Donc voilà ce que nous croyons faire au moment où nous allons diriger les affaires. Alors, si on suit cet argument, c'est-à-dire que maintenant l'UDPS et son président sont pour la double nationalité en République démocratique du Congo. Oui, mais il faut nous entendre. J'ai expliqué pourquoi beaucoup de nos compatriotes ont eu la deuxième nationalité. Souvent, c'est dans le cadre de ceux qui sont forcés par des dictatures à s'exiler. Et dans le pays où ils le sont, je crois que pour avoir certains avantages, il faut avoir la nationalité du pays d'accueil. C'est là que j'ai dit qu'il faut que nous comprenions ces compatriotes, ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que j'ai dit que ceux qui ont eu une double nationalité dans ce sens-là, ils restent. Mais l'UDPS, une fois au pouvoir, il y aura un parlement de l'UDPS et de l'opposition actuelle qui va instituer une vraie constitution, pas ces trucs ici que personne d'ailleurs ne respecte. Nous allons faire une vraie constitution, comme je viens de dire tout à l'heure, nous rapprochant de ce qui a été fait par la conférence nationale souveraine. Et dans cette constitution, nous allons donc reconnaître d'abord ceux qui ont la double nationalité qui la gardent, mais à partir de cette date-là, c'est fini. Il n'y a plus personne qui peut venir encore à moi et double nationalité. Non, c'est terminé ça. Donc la nationalité reste exclusive. Donc c'est ça que j'ai dit. Donc je n'ai pas dit qu'on va reconnaître la double nationalité éternellement, non. Mais c'est qu'on aimerait quand même savoir, quand vous reconnaissez ceux qui l'ont fait avant et qui vont renoncer à l'ancienne nationalité qu'ils ont prise, ou bien ils vont garder les deux concours? Non, ils vont garder la nationalité, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi eux et pas les autres qui viendront après? Mais eux, je vous explique comment, dans quelles contraintes ils se trouvaient. C'est souvent le cas de ceux qui sont, au moment où nous parlons, obligés de s'exiler. Mais les autres, après l'état de droit est là, la démocratie est là, il va choisir l'autre nationalité, alors qu'il aille prendre cette nationalité définitivement. On ne voit pas pourquoi il doit encore rester congolais. Alors la nationalité redevient exclusive. Et donc, vous êtes congolais ou vous n'êtes pas. Il n'y a pas question d'avoir une double nationalité. Donc tout ça, ça sera mis dans cette constitution-là. Et donc vous allez préconiser en fait une nationalité limitée dans le temps, en ce qui concerne beaucoup plus ceux qui sont partis à l'époque de la dictature jusqu'à ce jour peut-être, ou jusqu'au jour de votre Non, je reconnais la double nationalité à tous ceux qui ont été forcés de s'exiler à l'étranger. Donc je reconnais ils ont raison d'avoir cette double nationalité. Ils peuvent la garder pour ceux qui veulent y renoncer. Ça, c'est leur affaire. Mais à partir de la date instituée par notre constitution, c'est terminé. La nationalité congolaise, c'est quelque chose de très cher, elle devient exclusive. Il n'y a pas question d'être congolais d'un côté et puis de l'autre côté d'être autre chose. Et dans la diaspora, il y a également une frange des forces armées de la République démocratique du Congo, en général des gens qui ont fait le service militaire ou qui ont été également poussés à l'exil. Et certains d'entre eux, je ne sais pas trop bien s'ils sont réellement militaires ou il y en a qui sont dans la mouvance combattant. Et dans vos différents déplacements, on voit ces gens-là venir vous faire des honneurs. Et comment vous vivez une telle situation et surtout, est-ce que cela ne risque pas dans une certaine mesure de porter atteinte à l'homme de droit que vous êtes en recevant les honneurs des personnes qui sont des exilés militaires dans une certaine mesure? Non, pas du tout. Ils veulent seulement montrer d'abord qu'ils sont congolais, parce qu'ils ont l'uniforme, tout ça, de notre armée, tout ça. Ils veulent montrer leur attachement au changement. Ils font tout ça aux leaders du changement pour dire que dès que l'état des droits est là-bas, la majorité, c'est pas la totalité, ils vont revenir chez nous. Il y en a qui mènent une vie ici d'esclaves, ils vont revenir chez nous. Pour ceux qui ont l'âge, conformément au statut que nous allons instituer, le statut encore une fois de l'armée, notre statut à nous, pas la mascarade actuelle. Une fois fait ces statuts, parmi les anciens militaires, il y en a qui ont eu une formation vraiment de vrais professionnels. Conformément au statut que nous allons instaurer, ils vont regagner l'armée. Et puis, à renforcer cette armée, nous avons besoin justement des gens qui ont fait l'expérience
que ce soit professionnel ou théorique au niveau des écoles, académies militaires étrangères ou au niveau pratique. Donc nous aurons besoin des éléments très chers de ce côté-là. Et d'autres y voient une transition vers peut-être une rébellion si jamais vous n'avez pas gain de cause. Pour une personne qui a toujours lutté pacifiquement, est-ce que vous seriez tenté par exemple de pouvoir les utiliser pour une autre mission? J'exclus qu'après les élections de 2008, il puisse encore y avoir une expérience, parce que je suis 2011. Parce que nous allons gagner ces élections. Et j'exclus cette hypothèse-là. Donc l'état de droit est là. Au moment où je vous parle, l'état de droit est là. Donc il ne faut pas prendre l'hypothèse où nous pouvons perdre ou nous ne pouvons pas perdre, nous autres, jamais. Même quelles que soient les tricheries de pouvoir, nous ne perdrons jamais le pouvoir, les élections, nous allons les gagner. Et d'aucuns estiment déjà qu'en ayant une telle position, vous êtes un dictateur. Enfin, j'affirme, j'ai foi, tout simplement, j'affirme ma foi. Quand j'ai dit dès le début de 1982, 81, que j'ai commencé la lutte pour l'état de droit des choses. Donc, en restant fidèle à ma foi, à ma conviction, j'ai été dictateur. Non. C'est ça, justement, l'attitude d'un homme qui parle de ce dont il est convaincu. Et dans quelques jours, vous allez rentrer au pays. On a entendu dire que vous devriez, ou enfin disons, vous souhaitiez rendre visite à Jean-Pierre Bemba Gombo. Qu'en est-il de ce programme? Oui, c'est normal. Un compatriote qui est dans l'état de souffrance où il est, maintenant que j'ai l'occasion de passer par l'Europe, j'en profite pour lui rendre visite. Ça l'encourage aussi. C'est un homme comme un autre. Il a besoin de visiter des gens-là. Je vais l'encourager, j'attends, j'ai déjà écrit, j'attends la réponse. C'est de sa réponse que dépend la date de mon retour au pays. Beaucoup de gens y voient un calcul politique. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, ça c'est beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas ces gens-là. Ça, ce sont beaucoup de gens qui voient ça. Ça, c'est leur affaire. C'est leur droit de voir des choses comme ils entendent. Mais moi, je ne vois pas des choses comme ça. Rappelez-vous que quand Mobutu était malade, mon grand ennemi qu'on appelait Mobutu, mon ennemi et tout ça, quand Mobutu était malade au Cap Martin, j'ai été le voir je crois qu'en 93, je ne sais plus très bien les choses. Je suis allé le voir, j'ai quitté Kinshasa, j'ai allé à Cap Martin, j'ai visité le président Mobutu. Voilà, un compatriote en souffrance. Quand je le peux, il faut que je lui assiste pour l'aider, l'encourager dans sa maladie. Ceux qui voient le calcul politique, ça c'est leur droit, mais ça me regarde pas. On file tout droit vers la fin de notre entretien, M. Etienne Tshisekedi. Dans tout votre parcours politique, quel est l'élément qui est votre motif de fierté? L'arrivée à maturité du peuple congolais pour se prendre en charge, pour finalement décider de son sort. Et ça sera le cas le 28 novembre prochain. Et c'est quoi l'élément de votre regret dans toute votre carrière politique? Le regret? Oui. Mais le regret, c'est l'instauration de ces trois dictatures qui sont venues nous retarder de beaucoup je ne sais pas s'ils n'ont pas des siècles qui nous ont retardés. La dictature de Mobutu, de Kabila père et de Kabila fils. Donc c'est ça mon grand regret, parce que avec les potentialités d'un Congo tel qu'il est, 50 ans, nous aurons pu être très loin. Or, maintenant, vous le savez, nous sommes les derniers, justement, des plus pauvres d'Afrique. Et c'est ça mon grand regret. Mais, je crois beaucoup dans cette maturité des Congolais. Je crois que demain, avec ces Congolais-là, nous allons nous donner un mot d'ordre, c'est de rattraper ce retard dans 10 ans. Et y a-t-il un moment dans votre carrière politique où vous vous êtes dit, c'est fini, je renonce? Bon, je ne sais pas, ça peut m'arriver aussi un peu intérieurement que je dis ça, parce qu'il y a des moments très difficiles que j'ai traversés, mais heureusement que ça ne dure pas longtemps, je reviens toujours à ma détermination. Et si on vous demandait de qualifier votre peuple par un adjectif, ça serait lequel? Le Congolais, c'est un peuple fier. Donc on entend donc fierté. Voilà, donc chers compatriotes, j'avais pour vous, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'UDPS.
Je sais souvent que l'œuvre humaine n'est pas parfaite. Eh bien, si vous avez des critiques, des suggestions par rapport à notre entretien, je suppose que c'est pas la dernière fois que nous aurons M. Etienne Tshisekedi. On pourra toujours les transmettre. Merci à vous tous de nous avoir suivis et je laisse à M. Etienne Tshisekedi le dernier mot pour clôturer cette émission. Le dernier mot est tout simplement celui-ci. Tout Congolais qui m'entend et qui est conscient des souffrances que nous avons connues depuis l'indépendance, c'est que, et là maintenant l'occasion unique, que le changement auquel il aspire est arrivé. Donc, je vous exhorte à voter pour le candidat Etienne Tshisekedi Womulumba aux prochaines élections de 28 novembre 2011. Merci, M. Etienne Tshisekedi.